Bien, écoutez, je vous propose qu'on démarre notre webinaire spécial imprimeur. Donc, bonjour à tous. J'espère que la liaison est bonne. Je me dois de vous avertir que ce webinaire est enregistré, donc sauf demande express de ne pas être enregistré, voilà, je maintiens l'enregistrement jusqu'au bout de la réunion. Je suis Christophe Burnet, je suis conseiller développement durable à la Chambre de commerce et d'industrie Alsace-Eurométropole. Avant de rentrer dans le vif du sujet, plusieurs petites précisions pour le bon déroulement de ce webinaire. Tout d'abord, je vous invite à couper votre caméra et votre micro pour éviter effectivement, que la liaison soit meilleure et pour éviter la cacophonie. Si vous avez des questions ou des remarques à formuler au cours de ce webinaire, n'hésitez pas à utiliser l'icône lever la main ou éventuellement poser une question dans le chat, donc la partie conversation, et je ferai le relais vers Jean-Frédéric Schneider et Marion Bardot. Donc je vais moi-même couper ma caméra et lancer la présentation. Et je vais également vous présenter, ou je vais les laisser se présenter, donc les deux personnes qui m'assistent dans cette journée spéciale imprimeur. Donc Marion Bardot qui représente la région Grand Est et Jean-Frédéric Schneider qui représente l'agence de l'Eau-Rameuse. Donc je vous laisse peut-être vous présenter brièvement pour que tout le monde sache qui vous êtes et quelle est votre mission, votre tâche dans cette réunion. Voilà. Marion ? Oui. Donc bonjour à tous, donc effectivement Marion Bardot, chargée de mission économie circulaire à la région Grand Est. Je travaille sur le programme qu'on appelle Climaction, qui est un partenariat avec l'ADEME, l'agence de l'eau qu'on met en œuvre et l'ADREAL qu'on met en œuvre sur le territoire de la région Grand Est et assez fortement en partenariat avec la CCI sur tous les piliers de l'économie circulaire et notamment pour les entreprises, et c'est ce qui va nous intéresser un petit peu plus aujourd'hui. L'efficacité matière, donc la gestion, la prévention des ressources et l'efficacité énergétique. Oui, bonjour, donc Jean-Frédéric Schneider, je suis donc chargé d'affaires d'intervention à l'agence de l'Eau-Rameuse et mon périmètre d'action, si vous voulez, c'est donc l'Alsace essentiellement et mes interlocuteurs sont essentiellement donc des artisans, des industriels. Et j'ai aussi en plus en charge des lancements ou les suivis d'opérations collectives qui sont lancées en partenariat avec les collectivités. On en parlera ultérieurement. Voilà. Parfait, donc merci à vous deux. Je continue donc dans ma présentation pour simplement vous rappeler les objectifs de cette visioconférence. C'est bien entendu de rappeler que les métiers de l'imprimerie sont des métiers qui peuvent présenter des impacts sur l'environnement. Historiquement, c'est une profession effectivement qui a connu un essor, et notamment avec l'évolution des technologies, mais aussi, bien entendu, tous les risques liés à ces nouvelles technologies, et on le verra bien sûr après à l'utilisation de beaucoup de chimie.
Donc, rappeler les pratiques, les impacts et les risques potentiels susceptibles d'être rencontrés dans la profession. Le deuxième objectif, bien sûr, c'est de vous présenter les dispositifs qui vont vous permettre de financer partiellement des projets qui vont avoir un impact, une incidence, je dirais, significative sur vos impacts environnementaux. Donc, idéalement, les supprimer et sinon les réduire au maximum. Tout ça contribuant, participant de la protection de l'environnement. D'où effectivement aujourd'hui la présence de Marion et de Jean-Frédéric pour la partie effectivement financement. Donc premier point, la profession. Quelques données se rapportant effectivement au métier de l'imprimerie. Donc les codes APE concernés, ils sont assez connus, hein, c'est toute la série des 181, donc 1811, 12 et 13 Z. Le 11 étant consacré à l'imprimerie de journaux, donc principalement les rotativistes. Le 1812, alors c'est très large, c'est un peu un fourre-tout puisque c'est autre imprimerie, imprimerie de labeur, c'est tout ce qui touche à l'impression en partant de la forme imprimante, hein, donc juste après le pré-presse et avant le façonnage. Et puis, vous avez le 1813 Z qui est donc toutes les activités liées au pré-presse et donc notamment à la fabrication de la forme imprimante. Alors, quels sont les procédés qu'on va effectivement, qu'on va retrouver dans les métiers d'imprimerie? Alors bien sûr, c'est en premier lieu la fabrication de la forme imprimante, ce qu'on appelle traditionnellement le CTP, Computer to Plate. C'est un matériel bien connu des imprimeurs. Et bien entendu, c'est aussi un des matériels sur lesquels on peut apporter des améliorations très importantes en matière disons, d'impact environnementaux. Les techniques d'impression, alors je ne vais pas vous apprendre votre métier, hein, bien entendu, mais c'est juste un rappel. Donc classiquement l'offset, que ce soit de l'offset feuille ou en rotative. Tout ce qui est sérigraphie, flexo, héliogravure, typographie. Et bien sûr, plus récemment, depuis quelques années, un développement et une explosion, j'ai envie de dire, du numérique qui prend le pas effectivement petit à petit sur certaines techniques. Vous avez également lié à ces procédés toutes les activités annexes, voire connexes, avec l'alimentation des matériels en consommables, hein, donc ce qui amène à utiliser beaucoup de chimie, hein, donc du révélateur, du fixateur, les solutions de mouillage, les encres, les vernis, toutes les activités de nettoyage des machines où on peut être amené à utiliser des solvants. Et puis le façonnage aussi, hein, donc la phase finale où on peut utiliser des colles, des produits de finition qui font partie intégrante je dirais des commandes clients. Voilà. Donc toute cette partie annexe nous amène effectivement à avoir un stockage de produits neufs qui peut être plus ou moins important, et bien sûr tous les déchets liquides dangereux qui émanent de l'utilisation de ces produits neufs. Quelques chiffres concernant la profession, c'est juste pour mémoire. Donc il y a un peu plus de 350 imprimeries de moins de 10 salariés dans le bassin Rameuse, donc ça c'est une donnée agence de l'eau qui date de 2014. Et il y a en Alsace à peu près une cinquantaine de sociétés qui bénéficient de la marque Imprime Vert.
pour un peu plus du double donc en 1812Z qui sont actives et qui emploient au moins un salarié. Donc, globalement, on a la moitié des imprimeries de plus de un salarié qui sont, enfin, la moitié des imprimeries de plus de un salarié sont marquées imprime vert. Voilà. Alors, les risques. La grande majorité des risques qu'on va identifier dans les métiers de l'imprimerie, bien entendu, vous l'aurez compris, c'est lié à l'usage de la chimie. Alors cette chimie, bien sûr, on la retrouve, comme on l'a évoqué tout à l'heure, dans le cadre des achats de produits liquides neufs, produits chimiques, produits qui vont être stockés. Les risques sont également liés à la manipulation et à l'utilisation de ces produits dans les ateliers. Et puis, bien entendu, à la gestion des déchets qui vont en résulter. Alors, il y a deux conséquences à ça. Il y a tout d'abord le rejet accidentel dans le réseau d'assainissement collectif. Ça, bien entendu, c'est quand l'entreprise est raccordée au réseau. Et il peut y avoir effectivement, dans certains cas, un accident où les produits vont malheureusement se retrouver à l'égout et en aval venir perturber le fonctionnement de la station d'épuration. Et puis le rejet accidentel aussi dans le milieu naturel. Alors c'est quand on a éventuellement des stockages à l'extérieur qui ne sont pas sécurisés et on peut avoir in fine une pollution du sol, du sous-sol et des masses d'eau. Alors j'ai mis de la nappe, mais ça peut être aussi un cours d'eau si l'entreprise est à proximité d'un cours d'eau. Alors, si on raisonne en matière de solutions, il faut prendre en compte 3 niveaux de réflexion. Ces niveaux de réflexion, ils vont dépendre, bien sûr, à la fois de la configuration des lieux. En gros, est-ce que l'imprimerie, est-ce que vous avez de la place ou est-ce que vous êtes vraiment dans des locaux exigus? Des caractéristiques techniques des matériels. Est-ce que ce sont des matériels vieillissants, modernes? Est-ce que ce sont des matériels qui utilisent beaucoup de consommables ou pas? Ça tient compte aussi, bien sûr, des projets de modernisation que vous avez déjà et que vous souhaitez mettre en œuvre, donc les projets existants, et bien sûr du budget que vous pouvez allouer au déploiement de ces solutions. Donc, si je fais un classement par niveau de performance concernant ces solutions, je dirais que dans un premier temps, la plus qualitative, c'est celle qui consiste à investir dans une technologie propre et économe. Alors, économe en quoi? Économe en matières premières, bien sûr, économe en eau, et puis, il ne faut pas l'oublier, les économies d'énergie font aussi partie des axes de progrès que vous pouvez, bien sûr, envisager. Je vous ai mis ici quelques exemples très simples pour illustrer ces technologies propres. Bien entendu, vous avez peut-être déjà, disons, passé le cap sur ces technologies propres ou vous souhaitez le faire. Donc le CTP classique peut être remplacé par un CTP sans chimie. On l'a évoqué tout à l'heure, ça fait partie effectivement des axes de progrès très importants dans les métiers de l'imprimerie. Vous pouvez éventuellement envisager de remplacer une vieille presse offset par une presse numérique, hein, puisque à ce moment-là, on s'affranchit par exemple de tout ce qui concerne les solutions de mouillage, ou investir dans un dispositif de recyclage
Il en existe par exemple pour le recyclage des solutions de mouillage ou des solvants. Deuxième niveau de performance, c'est lorsqu'on ne peut pas effectivement investir dans ces technologies-là pour X raisons que ce soit, on peut réfléchir à la substitution des produits les plus dangereux par des équivalents moins polluants. Par exemple, et ça existe, d'utiliser des solutions de mouillage sans alcool. Il faut savoir qu'historiquement, l'alcool isopropylique est véritablement une bête noire sur le plan environnemental. Enfin, pour achever ce tour du classement des solutions par niveau de performance, si on ne peut pas agir sur le 1 ou le 2, on peut au moins tenter de prévenir les pollutions en sécurisant le stockage. Alors encore une fois, le stockage des produits neufs et des déchets liquides. Donc ça peut passer par la création d'aires de stockage étanches ou éventuellement par l'acquisition de bacs de rétention. Du coup, pour financer tout ça, il existe des dispositifs qui peuvent être mobilisés pour contribuer favorablement justement à la réalisation de ces projets. Donc je vais laisser la parole en premier lieu à Jean-Frédéric qui va nous déployer ou nous présenter tout du moins les aides que l'Agence de l'eau rameuse peut débloquer dans le cadre de son 11e programme, donc pour aider, pour soutenir financièrement vos projets. Jean-Frédéric, je te laisse la parole. Merci Christophe. Avant de vous présenter les aides, je souhaiterais avant tout vous présenter vite fait l'Agence de l'eau parce que tout le monde ne connaît pas forcément l'Agence de l'eau. Donc sachez que l'Agence de l'eau rameuse est un établissement public du ministère chargé du développement durable. Son périmètre couvre une région, principalement la région Grand Est, et 8 départements dont le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. On est basé, nous, à Rosairieul, à 10 km de Metz. Elle assure une mission d'intérêt général. Elle contribue à réduire les pollutions de toute origine et protège les ressources en eau et les milieux aquatiques. Pour atteindre ces résultats, en vue d'une gestion durable de l'eau, l'agence dispose d'instruments économiques, redevances et subventions. Les redevances sont des recettes fiscales environnementales perçues auprès de différents usagers, comme des activités économiques ou le particulier, à travers notamment sa facture d'eau, en appliquant du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement. Grâce aux redevances perçues, l'Agence de l'eau apporte des aides financières aux personnes publiques ou privées, comme les imprimeurs par exemple, qui réalisent des actions ou projets d'intérêt commun. Les priorités d'intervention de l'Agence de l'eau sont définies par un programme pluriannuel d'action. Actuellement, l'Agence de l'eau est au 11e programme d'intervention, couvrant les années 2019 et 2024, avec une enveloppe budgétaire d'1 milliard d'euros. C'est important ce que je vous dis là, parce que ce que je vais vous présenter là, c'est valable pour ce programme-ci. Et les taux d'aide peuvent évoluer aussi peut-être en cours de révision de ce programme-là, ou une évolution réglementaire vis-à-vis de l'Europe. Donc, concernant l'industrie artisanale, les objectifs. Pour le secteur d'activité économique comme les industriels et les artisans, une dotation de 60 millions d'euros a été prévue dans ce programme et prévoit une intensification des actions de lutte contre les pollutions toxiques sous différentes formes. Soit des actions individuelles provenant d'acteurs volontaires, comme par exemple une demande d'aide provenant d'un imprimeur, soit des actions collectives, notamment avec les collectivités. J'en parlerai tout à l'heure, mais sachez qu'actuellement, il y a 6 opérations collectives en cours dans le Bas-Rhin, en lien avec le SDA. Ou des partenaires avec des organismes professionnels, notamment par exemple, là on a un partenariat avec la CCI Alsace. Les pollutions dites classiques, sans enjeu pour le milieu naturel, ne sont plus éligibles aux aides de l'Agence de l'eau. Concernant les secteurs d'activité de type imprimerie, les solutions listées précédemment par Christophe sont potentiellement éligibles, mais je rajouterai également les études de faisabilité avant investissement et les études de caractérisation de vos rejets qui pourraient être demandées par le gestionnaire du réseau avant une autorisation de raccordement, par exemple.
Les pré-traitements des eaux de ruissellement, du quai de déchargement ou des bassins de confinement d'eau d'incendie, le cas échéant. Parfois, ça peut être demandé par la réglementation, mais c'est très rare dans le secteur d'imprimerie parce que vous n'êtes pas forcément installation classée. Et les projets liés au stockage des produits ou déchets dangereux sont également éligibles. Donc, ça va du bac de rétention, mais jusqu'à un abri ou un local spécifique pour ce type de stockage. À noter que pour ce 11e programme, la vulnérabilité économique par rapport au changement climatique est une nouvelle clé d'entrée à appréhender en prenant en compte les économies d'eau, la gestion alternative des eaux pluviales du site et la restauration des milieux aquatiques. Par conséquent, les projets comprenant par exemple la réutilisation d'eau de pluie, le recyclage d'eau usée, des technologies économes en eau, ou la gestion à la source des eaux pluviales en privilégiant des solutions fondées sur la nature afin de préserver un minimum de biodiversité, sont potentiellement éligibles par l'Agence de l'eau. Exemple, les toitures végétalisées ou les noues d'infiltration végétalisées. La slide, s'il te plaît, suivante, Christophe. Oui. Voilà. Donc, les aides de l'Agence de l'eau sont soumises à l'encadrement européen. De ce fait, elles doivent être incitatives. Le plus souvent, l'agence utilise le régime d'aide de minimis. Ce régime permet à une entreprise de recevoir 200 000 € sur 3 ans glissants, toute aide publique confondue. À défaut, elle utilisera le règlement général d'exception par catégorie, RGEC, qui a été notifié spécifiquement par les agences de l'eau. Il s'agit du régime SA 40647. L'agence de l'eau n'apporte pas d'aide lorsqu'elle est sollicitée pour accompagner un projet permettant de répondre à une mise en demeure préfectorale en cas de dégradation de l'état de l'eau, des eaux en application de la directive cadre sur l'eau. Si la commande des travaux au projet a été notifiée avant l'accusé de votre demande d'aide, réputée complète. C'est un point important. Il faut absolument attendre effectivement un AR complet de la part de l'agence de l'eau une fois que vous avez déposé votre demande d'aide. Les projets relevant d'un transfert d'activité ou d'une création d'activité sont potentiellement éligibles sous certaines conditions. Le projet doit se situer dans un périmètre urbain en étudiant la mise en œuvre de solutions préventives pour la gestion du temps de pluie, gestion intégrée des eaux pluviales et réutilisation de l'eau de pluie. Concernant les subventions de l'Agence de l'eau, elles sont en général sous forme de subventions. Le taux d'aide varie, comme vous pouvez voir à travers ce tableau-là, suivant le statut de l'entreprise, entre 40 et 60% pour les travaux et bonifié de 10% pour les études. La définition de la catégorie d'entreprise est au sens règlement européen et prend en compte le critère du nombre d'effectifs, du chiffre d'affaires annuel ou du bilan annuel. Par exemple, souvent pour les imprimeurs, on est dans de petites et micro-entreprises, l'effectif doit être inférieur à 50 personnes et le chiffre d'affaires ou le total bilan annuel est inférieur à 10 millions d'euros. Concernant un projet relevant d'une création d'entreprise, le taux est de 10% pour les actions de lutte contre la pollution et peut être majoré jusqu'à 60% pour les investissements exemplaires ou plus novateurs, permettant d'atteindre le zéro rejet, la création de zones de rejet végétalisées et ou autres zones favorables à la biodiversité, et la gestion intégrée des eaux pluviales. Je vous en parle quand même des transferts d'activité parce que ça peut vous arriver. Par manque de place, vous pouvez être amené à transférer ou à étendre vos activités. Le slide suivant, s'il te plaît, Christophe. Concernant les assiettes retenues, avant d'appliquer le taux d'aide, elle sera en fonction de l'apport environnemental, c'est-à-dire de la pollution éliminée ou évitée et des économies d'eau. Cela concerne essentiellement les technologies propres, comme par exemple la mise en place d'un CTP thermique sans chimie à la place d'un CTP utilisant de la chimie, fixateur, régulateur plaque par exemple, le remplacement d'une presse offset générant des déchets dangereux de type eau de mouillage par une presse numérique. Concernant un projet relevant d'un transfert d'activité ou augmentation d'activité, l'assiette de l'aide peut être plafonnée à 2/3 si le projet ne contribue pas à une réduction de flux polluants rejetés. Concernant un projet relevant des économies d'eau, la réduction de consommation d'eau ou l'économie d'eau doit être significative et on demande qu'elle soit aussi exprimée en mètres cubes par an. Les demandes d'aide comportant un projet d'investissement inférieur à 10 000 € d'aide ne sont pas éligibles, sauf pour les études
ou les entreprises qui ont été sensibilisées aux bonnes pratiques environnementales dans le cadre des opérations collectives territoriales en cours et référencées par l'Agence de l'eau. Donc actuellement en Alsace, il y a 6 opérations collectives qui sont en cours en lien avec le SDEA. Je ne vais pas énumérer toutes les communes, mais sachez que c'est dans le territoire de la Soufelle, de Brumat, de Sels, de Rosenmer, de Walf, Centre-Ried et Célestat. Mais pour l'instant, c'est qu'un petit périmètre qui regroupe Berstein, Ungersheim et Val d'Argent. Mais donc, tous ces détails de communes, de toute façon, votre comment dirais-je, contact qui sera la CCI pour l'agence de l'eau est au fait, car il participe également à ces opérations collectives. Donc, lors d'une demande d'aide, nous, on souhaite quand même qu'un pré-diagnostic soit réalisé par la CCI d'Alsace, hein, sachant qu'ils sont quelque part financés ou c'est un partenariat avec l'agence de l'eau. Et ils savent poser les bonnes questions afin de constituer un bon dossier de demande d'aide pour avoir un avis favorable après, hein. Donc ça, c'est important. On a également une condition de solde, hein, c'est pas je parle bien de solde, hein, c'est pas lors du dépôt du dossier de demande d'aide. Il faudrait qu'effectivement l'imprimeur soit imprime vert. Donc, si au moment du dépôt, il ne dispose pas encore de la marque, il a encore jusqu'à la réalisation et la réception des travaux pour l'être. Et bien sûr, toutes les demandes d'aide sont à déposer maintenant via le lien que vous avez là, via Rivage. Et sachant que Christophe est là aussi pour vous accompagner parce qu'il maîtrise un peu, il maîtrisera mieux que vous cet outil-là. Et on a quand même des guides d'utilisation. Voilà, donc je suis à votre disposition s'il y a des questions. Voilà, bah merci Jean-Frédéric. Moi, tu me tends la perche, hein, pour parler rapidement d'imprime vert. Bien sûr, beaucoup d'imprimeries ont déjà la marque, d'autres pas encore. Certaines m'ont déjà peut-être vu sur site puisque je suis également auditeur pour la marque. Donc c'est moi qui effectivement me déplace quand il y a une primo-accession à la marque ou bien un renouvellement. Donc pour faire simple, qui est éligible à imprime vert? Les sites de production. Ça exclut bien entendu toutes les agences de com, les agences de pub qui n'ont pas qui ne font que de la création informatique et qui n'ont pas de production. Donc les sites de production d'imprimés, d'information, de communication, d'emballage, ou, et ça c'est important, les sites qui produisent les formes imprimantes. Donc en fonction de la technologie qu'on a vue tout à l'heure, ça peut être des plaques, des clichés, des films, qui sont donc nécessaires pour la production de la réalisation de ces imprimés. Donc, seuls les sites de production sont éligibles. Sur le plan en ce qui concerne les sites d'impression numérique, les sites grand format sont éligibles sans condition. Par contre, les sites d'impression numérique qui n'ont pas de grand format, ce qu'on appelle les boîtes à copies, hein, ne peuvent prétendre à l'obtention de la marque que s'ils transforment un minimum de 20 tonnes de papier par an. Donc, ils ne sont pas exclus de la marque, mais il faut un minimum, enfin, minimum c'est déjà assez conséquent, mais il faut une production de 20 tonnes de papier par an. Avant de pouvoir prétendre à rentrer dans imprime vert, il y a 2 prérequis réglementaires que je suis amené à contrôler quand je fais l'audit. C'est tout d'abord la conformité du site vis-à-vis de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, donc les ICPE. Alors, globalement, d'une manière générale, il y a très peu de sites qui sont concernés. Je dirais global, c'est plutôt les grosses imprimeries qui peuvent, le cas échéant, être soumis à déclaration ou à autorisation.
Mais bon, généralement, on n'a pas de lien sur les rubriques concernées par, du moins qui peuvent concerner les métiers de l'impression. Et puis, le deuxième prérequis, c'est le rejet des effluents liquides. Dès l'instant où l'entreprise est amenée à rejeter dans le réseau d'assainissement collectif des effluents autres que domestiques, alors ça veut dire quoi? C'est tout simplement les eaux sanitaires, hein, les eaux des toilettes, etc. Donc dès l'instant où il y a des effluents qui sont liés au process, à ce moment-là, l'entreprise doit être autorisée par le gestionnaire du réseau, donc généralement c'est la collectivité ou son délégataire de service public, à être autorisée à déverser ces effluents dans le réseau, en précisant bien entendu l'origine et la nature de ces rejets. Donc voilà les deux prérequis qu'on regarde systématiquement avant de rentrer dans les critères de la marque, qui sont au nombre de 5, et que je vais passer rapidement parce qu'ils sont assez simples à comprendre. Tout d'abord, le critère numéro 1 qui est à l'origine, je dirais, de la marque Imprim'Vert, hein, c'est de faire éliminer au moins une fois par an, dans des conditions, par des filières agréées et conformes à la réglementation, tous les déchets dangereux produits par l'entreprise, avec bien sûr tous les justificatifs concernant ces éliminations. Donc effectivement, c'est beaucoup de chimie, hein, des révélateurs, fixateurs, solvants, les encres, les emballages souillés également, les bidons vides, les boîtes d'encre, les eaux de mouillage. Bon, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais on a là déjà une belle brochette de déchets qu'on retrouve dans la profession. Critère numéro 2, l'Imprim'Vert demande à ce que les déchets, enfin les liquides neufs dangereux et les déchets soient stockés en toute sécurité. Ça veut dire qu'on doit limiter les risques à la fois pour les opérateurs, mais également de limiter les risques de pollution accidentelle. Donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, la création de locaux, de pièces étanches pour le stockage de ces produits, ou la mise en place de bacs de rétention. Le critère numéro 3 demande qu'on n'utilise plus du tout de produits étiquetés toxiques. Le symbole, vous vous en souvenez, c'était la tête de mort. Alors aujourd'hui, on n'en trouve plus sur le marché, et c'est une bonne chose. Donc c'est vrai que ce critère est un petit peu obsolète, et c'est la raison pour laquelle Imprim'Vert a voulu faire évoluer son cahier des charges en demandant à ce que les imprimeurs, grâce aux fiches de note sécurité, identifient les produits CMR, donc cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, et d'identifier ceux qui présentent les phrases de risque H340, H350 et H360. À ce jour, personnellement, je n'en ai retrouvé que dans les encres numériques, mais pas du tout dans les produits plus classiques. Donc l'idée ici, c'est simplement de demander à l'imprimeur soit de les substituer par des produits équivalents qui n'ont plus ces phrases de risque, ou, si ce n'est pas possible, de prouver qu'il met tout en œuvre pour sécuriser la manipulation et l'utilisation de ces produits par son personnel. Critère numéro 4, l'imprimeur doit sensibiliser son personnel à la marque. Donc il doit organiser régulièrement des réunions d'information, des campagnes d'affichage, voire de formation,
qui vont permettre effectivement à l'ensemble du personnel de bien, comment dirais-je, s'approprier la marque et d'avoir les bons gestes aussi derrière pour le respect de ces critères. Je fais une petite parenthèse pour le numérique, dans la mesure où l'impression numérique ne génère que très peu de déchets. Les entreprises concernées vont être plutôt jugées sur ce critère-là avec des demandes complémentaires. Donc, l'entreprise, la société qui imprime en numérique doit avoir déjà une page Internet dédiée à l'environnement et doit avoir un plan d'action sur 3 ans. Et pour chaque année, il doit simplement engager une action environnementale complémentaire à ImprimeVert. Alors, ça peut être effectivement mettre en place des ampoules basse consommation, ça peut être d'utiliser du papier recyclé, enfin bon bref, l'éventail est assez large. Le dernier critère, c'est on demande aux imprimeurs de suivre leur consommation d'énergie, quel que soit l'énergie concernée, donc l'électricité, le gaz, le fioul, le GPL, et de faire des relevés. Donc ce suivi peut se faire par les données fournisseurs, mais on demande également à l'imprimeur de suivre lui-même ses compteurs au moins une fois par trimestre. Voilà, j'ai fait le tour des critères de la marque ImprimeVert. Ça nous semblait important de le rappeler pour effectivement les sociétés qui souhaitent sauter le pas et aller vers cette reconnaissance. Je vais laisser à présent la parole à Marion pour les aides de la région Grand Est et en particulier du programme Climaction. Marion, c'est à toi. Oui. Donc, effectivement, l'idée, là, c'est de vous présenter aussi quelques aides en complément de ce qu'a pu présenter l'Agence de l'eau sur des financements possibles pour mettre en œuvre certains projets. Donc, comme je disais en introduction, en parlant déjà de ce qu'on appelle l'efficacité matière, c'est-à-dire mettre en place des projets qui permettent de mieux gérer les ressources, que ce soit les matières premières ou la ressource en eau, et de prévenir aussi, de faire de la prévention en termes de consommation, donc réduire les quantités consommées. Donc on a effectivement cette première aide qui s'appelle soutien à l'optimisation de la consommation et de la gestion des ressources. Comme je le disais, on est sur la ressource en eau, donc la prévention et la gestion de la ressource en eau, et de la même manière sur les matières premières au sens large. L'objectif, c'est de pouvoir accompagner des projets qui vont porter donc, notamment sur l'eau, sur l'optimisation des procédés et donc sur de la prévention ou du recyclage, réemployer, réutiliser l'eau et mettre en œuvre des techniques économes. Donc à chaque fois, on est sur la modification de process ou la mise en œuvre de projets qui vont amener à réduire la consommation d'eau ou la nocivité réduire la nocivité de l'eau. Et puis, de la même manière, sur les matières premières, et donc là, bon, j'ai écrit matières premières déchets, voilà, c'est soit les matières premières à l'entrée, on fait de la prévention, en fait, afin de réduire la quantité de matières premières utilisées, ou ensuite plutôt la gestion des déchets en bout de chaîne, donc soit en réemployant, en recyclant ou en valorisant ces déchets-là. Sachant qu'à chaque fois, on est sur ce qu'on appelle une hiérarchie des modes de traitement. Ce qu'on dit, c'est que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, donc on est d'abord sur de la prévention, donc vraiment réduire la consommation de matière et de ressources. Ensuite, si on a quand même en bout de ligne des déchets, les réutiliser au maximum, ensuite les recycler, et la dernière voie possible de valorisation, c'est la valorisation énergétique pour produire de l'énergie.
Donc là, c'est vraiment dans les grandes lignes un petit peu l'idée de ce qu'on peut accompagner, mais sur ces types de projets-là, c'est assez large. Parce que voilà, quand on dit eau, ça peut être très différent d'une entreprise à une autre, et matières premières aussi, hein. On est vraiment sur toute catégorie d'entreprise, donc c'est très très large comme projet possible. Et ce qu'on peut accompagner dans ce cas-là, c'est soit en amont du projet, financer en partie des études de faisabilité, parce que parfois elles sont nécessaires, ou ensuite, vraiment dans la mise en œuvre, plutôt financer des dépenses d'investissement. Si on peut passer, ouais, merci. Donc pour rentrer un petit peu plus dans le détail, on est donc sur de la subvention qui peut aller de 15 à 35%. Donc je ne suis pas allée dans le détail. Vous verrez à la fin de la slide, il y a un lien pour aller sur la page internet directement dédiée à cette aide-là, où il y a vraiment un peu plus de détails sur les aides, sur les pourcentages d'intervention, etc. En fait, ça va dépendre principalement de la taille de l'entreprise. Donc petite entreprise, entreprise intermédiaire ou grande entreprise, et aussi du projet. Donc comme je vous disais juste avant, de la hiérarchie des modes de traitement. On financera plus un projet qui va être sur du réemploi ou de la prévention qu'un projet qui sera sur de la valorisation énergétique, parce que c'est une valorisation mais qui n'est pas la meilleure possible. Donc c'est un croisement à chaque fois entre ces deux entrées-là qui vont définir le taux d'intervention. Et on est sur une aide aussi qui est plafonnée à 200 000 €. Le financement, ce que j'indiquais, c'est qu'on est sur un financement donc région, mais aussi agence de l'eau, parce que cette aide-là s'inscrit dans le cadre du programme Climaction, effectivement. Climaction, c'est un programme porté par la région, l'ADEME, hein, l'Agence de l'environnement, et l'Agence de l'eau. Et tous les projets qui concernent l'eau sont redirigés vers l'Agence de l'eau. Donc c'est une porte d'entrée un peu unique, mais ensuite, derrière, les financements peuvent être... vont venir de différents partenaires en fonction du sujet. Et ce que je rajoute après, c'est que certains projets qui ne pourraient pas être accompagnés au regard des critères du dispositif en question peuvent être aussi accompagnés par l'ADEME, qui a peut-être une approche un peu plus large ou un peu plus de marge de manœuvre pour financer certains projets qui visent la prévention et la gestion des ressources et des déchets. Donc à chaque fois, là encore, on peut regarder vraiment le projet dans sa globalité et voir quel partenaire institutionnel est le mieux placé pour accompagner le projet. Alors juste rapidement pour illustrer, j'ai donné 2 exemples, hein. Donc ce que je disais, si on est par exemple sur la gestion du déchet, on peut réemployer ou recycler les chutes de matières premières qu'on a pu perdre pendant le process. Donc voilà, réintroduction de chutes de production pour développer un nouveau produit. Par exemple, si on est sur un plasturgiste qui a un certain déchet plastique qu'il ne peut pas réintroduire pour faire le même produit parce qu'il y a une complexité des plastiques qui ne sont pas compatibles, qui développe un autre produit. Voilà, ça peut être une façon de valoriser. Et puis, de la même manière, prévenir aussi la consommation de ressources quand vraiment on va modifier le process de l'entreprise en amont. Par exemple, changer une machine ou une ligne de production parce qu'au final, ça va nous faire économiser 20% de matière à l'entrée. Donc, c'est des choses comme ça qu'on peut accompagner. Et donc, voilà, j'ai remis le lien juste en dessous pour plus de précision. Et l'idée, c'est que donc moi, je m'occupe des projets sur le territoire alsacien. Donc, je reste la porte d'entrée pour échanger en premier lieu sur votre projet. Et ensuite, soit c'est déjà assez clair suite à un premier échange et on peut rentrer dans un accompagnement technique et financier, soit on peut proposer un rendez-vous à la fois avec l'Agence de l'eau, l'ADEME et la région. Comme ça, vous voyez tous les partenaires en même temps et ensuite, c'est plus facile pour vous accompagner de manière efficace. Et dernière information, c'est qu'on travaille aussi donc, avec la CCI sur ce sujet-là et que on va dire que moi je serai plus la porte d'entrée d'un point de vue accompagnement financier. Par contre, s'il y a un besoin avant d'échanger sur le projet, sur sa pertinence, sur le savoir si c'est un projet qui a déjà été testé ou mis en œuvre par une autre entreprise, voilà, avoir un petit peu de retour d'expérience ou de veille sur ça. On travaille avec un référent économie circulaire à la CCI qui couvre tout le territoire alsacien, qui est Monsieur Ronan Sébilot. Donc j'ai aussi mis ses coordonnées dans le PowerPoint pour qu'elle soit facilement accessible. Voilà sur ce sujet.
Et deuxième sujet, l'efficacité énergétique. Donc de la même façon, alors il y a juste une petite erreur dans la slide, mais c'est pas grave. Ouais, bon, j'ai fait une petite erreur dans la slide. En tout cas, on est sur l'efficacité énergétique. Donc, de la même façon, mieux gérer la consommation d'énergie. Donc là, on n'est pas sur l'eau et les matières premières, hein, au contraire de ce qui est indiqué. Donc, l'objectif, c'est vraiment baisser la consommation d'énergie des entreprises. Donc, il y a deux choses qui peuvent être éligibles, hein, un peu de la même façon que sur l'aide précédente, les études. Donc, quand on est plutôt là on va être sur peut-être plutôt des industries d'une certaine taille, où il va vraiment y avoir besoin d'une étude un petit peu plus poussée pour savoir quelles seraient les meilleures solutions techniques, les meilleures choses à mettre en œuvre pour mieux économiser l'énergie. Donc là, sur les études, on est sur une aide de l'ADEME. Encore une fois, c'est une aide qui s'inscrit dans le partenariat Climaction. Et deuxième partie, les investissements, donc sur la mise en œuvre du projet d'économie d'énergie. Donc là, en fait, les investissements qu'on finance, on ne finance pas tout projet qui vont réduire les consommations d'énergie. On finance ce qui s'intègre dans le process de l'entreprise, hein. Donc procédés de production ou innovants ou procédés classiques qui permettent une réduction des consommations d'énergie. Donc soit vraiment sur le process en lui-même, donc la technologie qui est utile à l'entreprise pour produire ce qu'elle produit, soit sur ce qu'on appelle les utilités, donc c'est-à-dire tout ce qui va être autour du process et qui sont indispensables aussi pour produire, hein. Donc à titre d'exemple, la ventilation, l'air comprimé, l'usage du froid, l'éclairage. Par contre, on ne va pas forcément financer des projets qui, par exemple, vont porter sur le chauffage ou parce que vous pouvez très bien changer votre chaudière pour faire des économies d'énergie. Mais voilà, c'est le chauffage, on ne considère pas que c'est lié au process, hein. Donc, c'est vraiment une efficacité énergétique des procédés. Voilà. Donc, voilà, encore une fois, les dépenses éligibles, hein, les dépenses d'études et puis les dépenses d'investissement. Ensuite, des informations un peu plus financières, hein. Donc, c'est une aide qui s'inscrit, qui est accordée par la région, hein, notamment sur les investissements. Et le FEDER, hein, donc c'est un fonds européen qui finance des projets d'entreprise. L'aide, elle peut aller de 20 à 40%, donc en fonction uniquement de la taille de l'entreprise. Là, il n'y a pas de subtilité en fonction du type de projet. Avec évidemment les plus petites entreprises qui sont à 40% et les plus grandes à 20%. Et avec un bonus de 10%, donc on peut majorer l'aide de 10%. Si l'entreprise est particulièrement engagée dans l'efficacité énergétique, donc soit si elle a déjà engagé d'autres projets, ou si elle a un plan pluriannuel d'investissement, ou si elle est certifiée ISO 50001, voilà, ou s'il y a un référent énergie, des choses comme ça, des choses qui viennent qualifier la maturité de l'entreprise sur l'efficacité énergétique. Là, j'ai introduit un petit point de vigilance, c'est qu'on n'est pas sans subir les conséquences de la crise sanitaire et économique aujourd'hui, que ce soit au niveau de la région, mais aussi au niveau des fonds européens. Et actuellement, certaines lignes de fonds européens ont été réorientées sur des financements un peu de crise. Et on a une incertitude sur les fonds FEDER d'ici à la fin de l'année, quant à savoir si ce sera possible de mobiliser les fonds FEDER pour l'aide à l'efficacité énergétique. Donc voilà, aujourd'hui, on n'a pas une visibilité complète sur cette fin d'année, mais c'est un petit point de vigilance qui fait que l'aide pourrait être moins importante que précédemment. Encore une fois, j'ai remis le lien direct sur cette aide-là, où vous aurez tous les détails. Voilà, je pense que ça ne sert à rien de rentrer trop dans le détail, de donner trop d'informations en une fois, on ne retient pas forcément tout. L'idée, c'est vraiment de vous donner juste les grandes lignes et de vous mettre les bons liens pour en savoir plus et aussi pour creuser la question directement à quelqu'un. Donc sur l'ADEME, Émilie Albisser, hein, sur les études plutôt, sur les investissements, donc ce sera moi-même. Et ensuite, je vous ai mis aussi de la même façon qu'avant avec Ronan Sibilo sur l'économie circulaire.
On a le même partenariat avec la CCI sur l'efficacité énergétique. Et donc, c'est Louis Colotte, je crois qu'il était là tout à l'heure, mais je ne le vois plus forcément, qui peut répondre à certaines questions un peu techniques, avoir un œil un peu plus technique sur votre projet, et aussi réaliser une visite énergie. Donc, c'est vraiment sur une demi-journée, juste dresser un petit peu l'état des lieux de vos consommations et des principales actions à mettre en œuvre pour réduire votre consommation d'énergie. Et puis, encore une chose que j'ai pas précisée, non, juste, je suis encore sur l'efficacité énergétique, mais merci. Notre aide est cumulable avec les certificats d'économie d'énergie. Donc les certificats d'économie d'énergie sont un dispositif qui est mis en place par l'État avec un peu ce principe de pollueur-payeur où en fait les distributeurs, les producteurs et les distributeurs d'énergie sont censés réserver des crédits pour financer des projets d'efficacité énergétique. Donc sont considérés comme des aides privées. Mais en fait, une fois que vous faites des projets d'efficacité énergétique, vous êtes en droit de solliciter ces certificats d'économie d'énergie. C'est quelque chose d'assez normé et donc voilà, pour percevoir des aides complémentaires à l'aide régionale. Voilà. Et là, encore une fois, éventuellement, si vous voulez en savoir plus, ça peut être des questions à poser à Louis Colotte à la CCI. Voilà, j'en ai fini avec l'énergie. Et puis, alors, juste un dernier point. Donc là, moi, effectivement, je suis sur ces sujets-là d'efficacité énergétique, d'efficacité matière. On a cette entrée impact environnemental. Pour autant, la région reste une collectivité assez présente sur le développement économique plus classique, on va dire. Et certains projets d'investissement, s'ils ne rentraient pas forcément dans les cases, entre guillemets, de ce que je vous ai présenté avant et qui ne correspondent pas aux critères ou à la cible, il existe toujours une aide un peu plus classique d'aide à l'investissement pour les entreprises qui relèvent de la politique de développement économique de la région. Donc, ce qu'on appelle Grand Est compétitivité. Donc, c'est en lien avec aussi ce que vous avez peut-être déjà vu quelque part ou lu quelque part la politique industrie du futur de la région. Donc pour les plus grandes entreprises, on a cette politique-là, industrie du futur, avec un diagnostic de performance, voilà, des choses un petit peu plus qui vont un peu plus au fond des choses. Pour autant, il y a un peu ce pendant un petit peu plus direct et efficace, entre guillemets, si l'entreprise a simplement un projet d'investissement qui ne s'inscrit pas forcément dans une stratégie ou dans un projet un peu plus compliqué ou stratégique pour l'entreprise. Plutôt pour les PME. Hein. Donc, c'est un projet d'investissement qui est clairement défini, de court terme, un plan de financement finalisé. Et donc là, c'est un accompagnement à l'investissement productif et ça peut aussi être une aide au conseil ou à l'expertise. De la même façon, j'ai remis le lien d'accès. Donc là, je ne rentrerai pas dans le détail, c'est juste retenir l'idée qu'il y a d'autres aides possibles. Ça peut être aussi, par exemple, rentrer sur l'efficacité énergétique ou l'efficacité matière, se rendre compte que le projet, pour X raisons, on ne pourra pas l'accompagner, mais nous, on va faire le lien avec nos collègues en interne pour savoir si eux, au titre de leurs aides à l'investissement plus classique, ils pourraient financer le projet. Et j'ai juste remis aussi, en fait, les contacts de mes collègues par territoire si jamais vous vouliez en savoir plus directement sur cette aide-là, sachant que là, ce sont des aides qui sont gérées dans les maisons de région. Donc, il faut savoir que la région Grand Est, on a 12 maisons de région sur tout le territoire régional. Il y en a 4 en Alsace. Voilà, et je crois que j'ai remis le lien pour les périmètres des maisons de région pour que vous sachiez de quelle maison vous dépendez. Et ensuite, j'ai remis les 4 contacts de mes collègues en fonction de votre territoire. Voilà. Parfait. Merci Marion. Je crois qu'on est arrivé au bout de nos présentations respectives. Je vous remercie de votre attention et je redonne nos coordonnées respectives pour que vous puissiez éventuellement revenir vers nous le cas échéant si vous aviez des projets, on va dire, mûrs ou en réflexion. D'un autre côté, je vous propose de poser des questions si vous en avez, que ce soit à moi, à Jean-Frédéric ou à Marion, ou apporter des commentaires, des compléments d'information. Ronan, je ne sais pas si tu es là, si tu veux apporter éclairer notre lanterne sur
ton intervention au CCI. Oui, bonjour, oui, je suis bien là, si vous m'entendez bien. Non, je dirais pour compléter les propos de Marion Bardot, c'est de ne pas perdre de vue que voilà, l'efficacité énergie, c'est un sujet qui est, on va dire, très cadré. On va arriver sur des projets qui sont souvent assez standards, changer des équipements, les améliorer, etc. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue sur la partie, je dirais, économie circulaire, c'est que ça peut prendre vraiment plein de formes différentes et que justement, c'est intéressant de bien pouvoir échanger avec ADEME, région et CCI sur son projet, parce que des fois, ça va être du recyclage, des fois, ça va être de la réutilisation de matière, des fois, ça va être limiter, je sais pas, de la logistique, faire du local, enfin, ça peut vraiment partir dans tous les sens, et donc, du coup, c'est vraiment intéressant de pouvoir bénéficier d'un regard extérieur sur son projet, pour, je dirais, toujours renforcer son projet, qui soit, on va dire, toujours le plus efficace. D'accord. Écoute, merci de ces précisions. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole, apporter des compléments d'information ou poser des questions? Il vous suffit d'ouvrir le micro et puis de vous manifester. Non, personne. Écoutez, si il n'y a pas de... Je voulais juste, pardon Christophe, Oui, repréciser un point. vas-y, je t'en prie. C'est que dans un cas d'un transfert d'activité ou création d'entreprise, il faut absolument prendre le contact auprès des partenaires le plus en amont possible pour essayer d'orienter ou pas le projet pour qu'il soit, pourquoi pas, éligible par l'un ou l'autre, quoi. Mais c'est sûr que si on arrive avec un projet ficelé, déjà validé par plein de choses, on a du mal après à orienter le projet. Donc surtout, là, je parle vraiment de activité ou de création d'entreprise. D'accord. Merci de cette précision, Jean-Frédéric. Alors, bien entendu, on reste à votre disposition si vous aviez des interrogations dans les jours qui viennent. Alors, vous pouvez, vous avez vu que les portes d'entrée étaient nombreuses. Ça peut être moi ou mes collègues Ronan Sébillot ou Louis Colotte qui feront le lien aussi vers les partenaires en cas de besoin, et puis ou directement via les financeurs, donc Jean-Frédéric, Marion et ses collègues qu'elle a évoqués tout à l'heure, notamment au niveau des maisons de la région réparties sur le territoire. Voilà, écoutez, si il n'y a pas d'autres questions ou compléments d'information à donner, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Donc vous avez compris, on reste à votre disposition pour la suite. Jean-Frédéric, merci. Marion, merci. Et puis, on espère effectivement que cette présentation aboutira à des projets intéressants sur lesquels on vous accompagnera comme il se doit. Voilà, écoutez, je vais couper, mettre fin à l'enregistrement. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous en cas de besoin ou questionnement complémentaire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.